notre 5e Coupe Stanley. Aviez-vous pensé à ça? Non, pas pantoute. On en a 5 T'es déjà. sûr de C'est ça? Ouais. parti, là? OK. On a commencé quand? C'est correct. Souvenez-vous de notre première. Automne 18? Notre première Coupe Stanley, c'est printemps 2019. C'est ça. Donc, le balado, on a commencé automne 18. Ouais. Printemps Ouais, 2019, c'est les Blues. Exactement. Oui. Puis dans ma tête, j'étais... Gloria. Oui, c'est ça. Puis je me disais, moi, il me semblait qu'on avait fait ça plus tard. Il me semblait qu'on avait déjà quelques saisons derrière quand on est arrivé à Gloria. Mais non, c'était notre première année. Bon, comme quoi, hein, le temps. Le temps file. Ça nous rajeunit pas. Ça, mon vieux, là, non. Regarde ça, le poil blanc dans la barbe. Ça, c'est pour... En exclusivité sur YouTube. Surtout dans les cheveux, là. Sur YouTube. Ben, moi, les cheveux, là... Oui, toi, la barbe, moi, les cheveux. C'est ça, autour. À deux, on a beaucoup de poils. Oui. Facial. Blues Bruins en 2019, c'est notre 5e. Et je me disais, ça fait quand même plus longtemps que ça. Le balado, c'est 5 ans, mais ça fait plus longtemps que ça qu'on travaille ensemble et qu'on se connaît. Puis je me disais, aïe, champion de la Coupe Stanley 2023, Las Vegas. Il y a 10 ans, mettons, ça sonnait comme de la fiction. Ça sonnait comme une genre de blague dans les Simpsons. T'sais. Mais ils avaient déjà participé à une finale. Je sais. Oui. Oui, non, ça s'est passé vite. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a à peine 10 ans, il y avait cette idée-là d'une équipe à Las Vegas. C'était farfelu. C'était farfelu. C'est fou pareil. L'idée d'une équipe de sport majeur à Vegas était comme... Ils feront jamais ça. Parce qu'ils disaient, c'est comme les spectacles, il va tellement toujours avoir du monde de passage qu'on va remplir l'aréna et tout, mais finalement, c'est pas ça pantoute, c'est vraiment les gens de la place, c'est la communauté qui remplit l'aréna puis qui est visiblement très attachée à son équipe. Donc ça, c'est peut-être le plus grand succès de Gary Bettman. En tout cas, un de ses grands succès, certainement. Oui, puis pour une rare fois, c'est la LNH qui a ouvert le chemin. Oui. Je ne sais pas si... est-ce que ça marche, les autres? Je ne sais pas à quel point le football est arrivé et tout, mais le football est là maintenant. C'est les Raiders. Mais j'imagine... C'est une bonne chose que la LNH soit arrivée avant tout le monde parce que ça a probablement permis aux gens de s'attacher à leur équipe et à la Ligue de s'ancrer un peu plus que si c'est arrivé après la NFL, par exemple. Donc, dans ce sens-là, c'est bien. Puis rappelez-vous, à Vegas, il y avait eu aussi cette tragédie immonde là, d'un gars qui avait tiré d'une fenêtre de l'hôtel juste avant que la saison commence. Ça, là, il y en a tout le temps, là, mais celle-là, c'était quelque chose. Ça avait vraiment soudé les joueurs et la communauté ensemble. Ils avaient été très proactifs à ce moment-là. Donc, je sais pas, on dirait que tout a concordé pour que ça réussisse bien. C'est ce qui s'est produit. C'est fou, hein? Bill Foley, le propriétaire, avait dit les séries en 3 ans puis la coupe en 6. Il avait à moitié raison. Il avait raison pour la coupe. Il faut lui donner une chose. Il a bien négocié son entrée dans la Ligue nationale, Bill Foley, parce que la qualité de joueurs qu'il a obtenus auparavant, quand il y avait une expansion... les équipes avaient droit aux 2 derniers joueurs de l'alignement. Là, c'était les équipes existantes pouvaient protéger un nombre effarant de joueurs. Et là, ça rendait disponible des joueurs de milieu d'alignement. Il en reste quand même 6 de ces joueurs-là de l'équipe originale. Mais ça a donné une profondeur incroyable à cette organisation-là. Puis cette coupe-là, ils l'ont gagnée à cause de leur profondeur. Là. On avait dit pendant les 3 tours précédents que les Panthers de la Floride, c'était l'équipe Cendrillon et tout ça, malgré leur manque de profondeur. Puis à la fin, Tkachuk est tombé au combat. Goudas était blessé. Puis il devait avoir un paquet de gars clés aussi qui était usé, là, alors que Vegas pouvait continuer à fonctionner avec un top 6 incroyable, avec les 4 trios. Et ils ont gagné avec leur 2e gardien, ce qui est quand même... On y reviendra. Parce quand même incroyable. Était-ce le 2e gardien? Moi, j'ai rigolé quand je les ai vus, les 4 habillés sur la glace, là, quand ils ont sorti le gros trophée. Mais comme vous avez eu un excellent printemps au niveau des prédictions, d'ailleurs, félicitations pour ça. Merci, ça fait plaisir. Et comme il y a 10 ans, c'était farfelu de dire que 2023, le champion de la Coupe Stanley, ce serait Las Vegas, je vais vous demander une prédiction farfelue pour dans 10 ans. Non. Donnez-moi une ville. Donnez-moi une ville qui n'a pas d'équipe qui va gagner la Coupe Stanley dans 10 ans. Moi, c'est terminé, les prédictions. Houston. Regarde, on m'a enlevé mes menottes. Londres. Les gens des réseaux sociaux ne me forcent plus à faire des prédictions. Barcelone. Je ne vais pas me mettre moi-même. Okay. Moi, ce que j'aime, là, c'est que vous vous prêtez toujours au jeu. Québec. Puis ça, c'est le... Québec, dans 10 ans, va gagner la Coupe. C'est bon, ça? C'est ça que tu voulais entendre? Cincinnati. Les Nordiques. Non. Les Nordiques champions de la Coupe Stanley en 2033. Voilà. Ça c'est... Ça sonne...
est-ce que ça sonne bien à tes oreilles? Non, mais j'allais dire, ça prend du courage. Ça prend de l'imagination. Ça prend de l'imagination aussi. Aujourd'hui, les Golden Knights sont champions de la Coupe Stanley 2023. Les Sénateurs, enfin vendus, et en route vers le repêchage. C'est tellement hockey, épisode 241. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Comment vas-tu? Coucher tard? Oui, coucher tard. Ça finit tard, oui. En tout cas. C'est pas facile. Et Alexandre Gascon, notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Salut, Alex. Hello. Je m'appelle Alexandre Coupal. Ouais, ben c'est quand même... c'est ça. Ça finit tard, mais c'est toujours spécial quand ils sortent le gros trophée. Hein, veut pas. C'est pas un trophée comme les autres. C'est un beau trophée. C'est quand ça a un cachet. Ouais, on en parlait à micro fermé avec notre bien-aimé producteur Jacques-Alexis Bernardin. Jacques-Alexis Bernardin, que l'on salue. Oui, puis on se disait, c'est le plus beau trophée. Ben là, évidemment, il n'y a pas de question là-dessus. Mais les trophées de la Ligue nationale, en général, sont beaux. Tu sais, le Conn Smythe, je le trouve bien aussi. Avez-vous vu, on va vous le faire entendre, avez-vous vu Jonathan Marchessault c'était sur les réseaux? C'était sur les réseaux, on va l'écouter, c'est assez drôle. Yeah. Hey, where can I put this? Question for you. Where can I put this? Où est-ce que je peux mettre ça? Alex, that's not what it's from. Hey, where do I put this? Seriously, guys. Just look at me. Somebody help me. Et si vous nous écoutez seulement en audio, ce que l'on recommande, c'est vraiment un gros. Marchessault a ça dans les mains, c'est vraiment une grosse patente. Qu'est-ce que je fais avec ça? Aidez-moi quelqu'un. Reste que. Non, t'as raison, c'est vrai que ce sont tous de beaux trophées. Bon, Martin, t'as jump-starté l'analyse, mais on s'attendait pas à moins. Je suis désolé. Puis, c'est un peu ce que tu avais écrit aussi avant que ça commence. C'est vrai qu'au final, quand il avait dit les Panthers en 6, cette équipe des Golden Knights, on a tous dit les Panthers. Oui, je sais. Bon, moi, j'ai dit les deux, mais ça, c'est tout à fait mon genre. Mais c'était difficile. Sur papier, c'est ça. Ça prenait la magie. Ça prenait de la magie du côté des Panthers, puis la magie s'est évaporée quand Bobrovsky est redevenu Bobrovsky, puis que Matthew Tkachuk a manqué de gaz. Ouais, je sais pas s'ils ont perdu leur magie durant le congé de 9 ou 10 jours là, qui a séparé leur dernier match du troisième tour avec le début de la finale, les Panthers, mais ils ont vraiment manqué d'essence. Et Bobrovsky, je pense pas qu'on peut se dire qu'il a été mauvais. Là. Il a été bombardé de tous les côtés. C'est le gardien qui a fait face au plus grand nombre de chances de marquer de grande qualité là, durant le parcours éliminatoire. De juste donner l'exemple du match d'hier qui s'est terminé 9-3. À un moment donné, ça sortait de partout. Là. Un gardien ne peut pas se défendre contre ça. Mais bon, la magie est partie. Et vous parliez tantôt de la beauté du soir où on sort la Coupe Stanley. Il y a toujours beaucoup d'émotions. Il y a toujours des histoires humaines incroyables derrière ce parcours-là. Et moi, j'étais touché de voir Jonathan Marchessault soulever le trophée Conn Smythe. Il y a eu un parcours éliminatoire exceptionnel. C'est un gars qui avait été récupéré par le Lightning de Tampa Bay, développé dans la Ligue américaine, avait commencé à se faire les dents dans la Ligue nationale, avait bien fait. Ils sont obligés de le laisser partir. Il se retrouve en Floride, marque 30 buts, puis c'est devenu... Il est passé dans cette sélection-là de joueurs dans des circonstances un peu farfelues. Quand il est passé de la Floride avec Riley Smith. Avec Riley Smith. Ça n'a pas été la meilleure entre-saison des Panthers. Non. Les deux ont soulevé la Coupe Stanley hier. Mais ça, c'est une histoire incroyable. Les deux autres Québécois aussi, William Carrier est là depuis le début avec les Golden Knights. Nicolas Roy, c'est un gars qui a travaillé fort dans la Ligue américaine pour se faire une place dans l'organisation des Hurricanes de Caroline, pour se faire une place au soleil, échanger avec Vegas, adopter tout de suite, immédiatement là-bas. Et ça a été un quatrième trio. Lui, William Carrier et Cole Sarr ont été exceptionnels durant les séries. Sans ce quatrième trio-là, probablement que les Golden Knights ne gagnent pas la Coupe Stanley. Alors, il y a vraiment beaucoup de belles histoires. Et aussi, quand j'ai vu Bruce Cassidy, durant toute la saison,
avec la saison historique que connaissaient les Bruins, on se disait Cassidy doit se poser des questions, se demander qu'est-ce que je faisais de pas correct avec les Bruins. Pourtant, il y avait du succès, mais pas à ce niveau-là. Et puis, on disait il doit s'ennuyer de Boston. Puis là, finalement, à la fin de l'histoire, c'est lui qui soulève la Coupe Stanley. Puis c'est mieux. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est que c'est mieux ça que le trophée du président? Ah, ben... Qu'est-ce que t'en penses? Il est quand même passé à un match avec les Bruins. Oui. Ouais. Alors, tu sais, et les joueurs... Les joueurs des Golden Knights ont adoré Cassidy et ce qu'ils racontent, c'est que quand on suit le plan qu'ils nous dressent, ils disent que c'est un connaisseur exceptionnel, un gars pour décortiquer les matchs qui a une capacité hors du commun. Et les gars disent quand on fait ce qu'ils nous demandent, on gagne 95% du temps. Là. Alors... il y a vraiment beaucoup de belles histoires dans ça. Alors, c'était quand même une belle soirée hier, même si ça n'a pas été une grande finale. Écoute, il faut dire. Moi, c'est ça. Hein, puis 9-3, je me rappelle pas d'un match avec un écart comme ça. D'ailleurs, puis ça n'a pas fini en apothéose, mettons. Moi, non, c'est ça. Puis, bon, l'année dernière, ça s'est terminé en 6, mais corrigez-moi si je me trompe, il me semble que le feeling, c'est que rapidement, on se doutait que le Lightning ne serait pas capable de tenir la cadence contre l'Avalanche. C'est l'impression. L'année précédente, on s'en souvient, ça a été un rouleau compresseur sur Montréal. Est-ce que c'est moi ou ça fait au moins 3 ans qu'on n'est pas gâté en termes d'affrontement, de qualité d'affrontement? Même t'aimes pas Dallas, j'ai jamais vraiment senti que le Lightning était en danger. Ouais. Faut retourner à notre première année, je pense. C'est ça. Boston Blues qui s'est terminé en 7 rencontres. Mais oui, j'aurais tendance à dire la même chose que toi. C'est de la faute. C'est de ta faute? C'est de la faute à qui? C'est dommage. Parce que c'est plate. J'aurais aimé ça que ce soit au moins 6 matchs. Tu sais. Ou du moins que ce soit disputé. Comme... Ouais, non, cette série-là. Ça peut se finir c'est sûr qu'en 5, là, c'est expéditif. Ça a été vraiment l'avantage les matchs, des Golden Knights. Même la partie remportée par les Panthers, c'était in extremis. Puis, les 2 premiers matchs ont été plus serrés, là, malgré la dégelée de 7-2. C'était pas nécessairement parti pour ça, mais c'est vrai que ça a été assez déséquilibré comme série. C'est dommage, mais. C'est ça. Quand tu joues, j'imagine que quand tu joues à 3 trios pendant aussi longtemps, ça finit par te rattraper. Martin parlait de Nicolas Roy, tout ça. Il joue sur le 4e trio, lui, mais quand même à 15 minutes de jeu en moyenne par match, ce qui n'est pas le temps d'un centre de 4e trio. Oui, ses ailiers en jouaient juste 10, là, mais c'est mieux que 6 ou 5 du côté des Panthers. Puis lui en jouait 15, donc utilisé dans d'autres rôles aussi. Mais c'est ça qui aura fait la différence. Il y a 2 joueurs qui sont à plus de 20 minutes par match dans cette équipe-là. Il y en a 2. Pietrangelo à 23 et chez Theodore à 20,08. C'est peu là, pour des défenseurs. Aucun attaquant. Tout le monde se situe entre 15 et 19 environ. Donc, c'est vraiment ça leur force. C'est vraiment impressionnant. Puis on parlait du Conn Smythe. Je me souviens pas, moi, d'une année où Marchessault avait une longueur d'avance dans ma tête, une bonne candidature. Puis finalement, c'est lui qui l'a gagné, tant mieux. On est tous c'est pas quoi contents. faire avec, par exemple. C'est pas quoi faire avec. On a sûrement des suggestions. On pourrait faire comme les étudiants du cégep de Beauce, puis le démonter. Ouais, je me souviens pas de ça. Le bol d'or, ils ont fait fondre le bol d'or. Ah oui, la 3e division. Quand ça, hein? L'année dernière, là. Ça fait pas si longtemps. OK. On n'a pas suivi Est-ce qu'ils avaient le droit de faire ça? Le Non. RSEQ les a punis. J'espère bien. De façon exemplaire. Ah ouais. Pas de cellulaire pendant une semaine, je pense. Pas de Netflix. On te désabonne de Netflix. Mais... Excellente parenthèse. Poursuis. Je sais plus ce que je disais, mais ça pour dire que... il y avait plusieurs candidats pour le Conn Smythe. Parce que tu veux illustrer que c'est une équipe équilibrée. Très, très répartie. Ah oui, exact. C'est ça. Stone aurait pu le gagner. Je vais te le dire ce que tu penses. Adam Hill aurait pu le gagner. Oui. Marchessault, visiblement. Oui. Jack Eichel, qui finit quand même premier pointeur des séries, aurait pu le gagner. Je pense qu'on aurait pu, élaborer une candidature pour Alex Pietrangelo aussi. Ouais. Je me rappelle pas de qu'il y ait autant d'appelés. Ouais, c'est ça, merci. Je vais te le dire ce que tu penses. Tes prédictions, je les ferai des fois, t'en as 2 ou 3. Ouais. Je me rappelle d'une année où les Pingouins ont gagné la Coupe, puis bon, Crosby était le favori, puis c'est lui qui l'a remporté, mais selon moi, ça aurait dû être Christopher Le Temps, l'année des 2 où il a gagné. Absolument. C'est pas lui qui l'a remporté, tu sais. Mais il y avait 2 candidats. T'sais, alors ça arrive. Tu as 2 gars. Mais là, il y en avait facilement 4-5. Bon point, Alex. Très bon point. Martin, tu voulais rebondir, mais ça fait tellement longtemps que... Non, mais je voulais dire, ça aurait été quand même si Eichel a été le meilleur marqueur des
des séries, ça aurait été, je trouve, scandaleux s'il y avait eu le trophée Conn Smythe. Il n'avait pas marqué de but depuis un mois. Là. Alors que Marchessault avait une des meilleures performances des 10 dernières années en série. Il avait marqué son premier but au milieu du deuxième tour. Ronde, et il a marqué 13 buts. Là. Ça a été un facteur déterminant dans les succès de l'équipe. Mais Stone aurait pu le gagner. Oui, absolument. Mais Eichel, si on avait donné hier, j'entendais, c'est Elliott qui disait... J'hésite entre Eichel et Marchessault. Si ton choix, c'est un gars qui n'a pas marqué depuis un mois, c'est le 12 mai son dernier but. Je m'excuse, ça remonte à... C'est quand même un mois important aussi. Pas marqué de but au deuxième, au troisième puis au quatrième tour. Là. Alors, c'est ça. Bon, je disais, je trouvais ça amusant de voir les 4 gardiens. Phil Kessel aussi, dans l'uniforme. Ça, je lui pensais à Martin à ce moment. Il y a du monde dans cette équipe-là qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est la 3e coupe, Phil. Oui, puis il a dit, vous pensiez que j'étais un bon à rien dans le temps de Toronto, mais 3 Coupes Stanley. 2, mettons, Phil. Mais non, ça compte. Mais je me suis toujours interrogé là-dessus, moi. Puis je me rappelle avoir posé la question à Christophe Huet, qui avait vécu ça avec les Blackhawks, mais tu sais, quand tu gagnes, mais tu n'as pas joué. C'est moins ça. Il me semble que ça doit être un peu moins... Oui, mais c'est le concept d'équipe là, qui est très fort. Il a participé au succès de cette équipe-là. Qu'on le veuille ou non. Pas en série, mais en saison, il était là. Stone l'a dit, il a dit qu'il doit y avoir 30 personnes 30 joueurs qui ont passé dans le club, puis ils ont tous un morceau du casse-tête. Exact. Ben, puis on n'a pas parlé des Panthers, mais on dit qu'ils ont manqué de profondeur et tout ça, et que ça s'est écroulé, mais ils avaient peut-être le parcours éliminatoire le plus difficile de l'histoire. Là. Ils ont commencé contre l'équipe qui avait eu la meilleure saison, l'équipe de première place qui avait eu la meilleure saison de l'histoire, ou une des meilleures de l'histoire. On peut discuter là-dessus. Toronto qui était en 5e place dans la Ligue. Caroline qui était en 2e place. Puis on a terminé avec Vegas, 4e. C'était pas un chemin avec le ciel bleu et les petites fleurs. C'était pas une balade dans le parc pour citer... C'était vraiment un parcours difficile. Là. Et chapeau à eux, juste d'avoir... Ils ont étonné tout le monde en battant Boston en partant, mais ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Une équipe de 18e place. Chapeau. Hein. Ça me fait penser, est-ce que l'un dans l'autre, c'est-à-dire l'une comme l'autre, ces équipes-là... Parce que moi, ça aussi, ça me fascine. Vegas, l'an passé, qu'est-ce qu'ils ont fait en série? Il n'était pas en série. Ah oui, il n'était pas là! C'est vrai! C'est quelque chose pareil, ça. Parce qu'ils ont manqué 500 quelques matchs. Mais reste que... Non, mais il faut le faire quand même. D'une année, tu manques les séries, puis l'année d'après, tu gagnes la Coupe Stanley. Ouais. Puis les Panthers, ils ont prédit la même chose. L'année passée, c'était la Coupe du Président. Cette année, ils se sont qualifiés par la porte sur la fesse, merci. Ça prouve que le Canadien pourrait gagner la Coupe. Exactement. Même si son dernier au mois de janvier, il suffit de mettre une bonne chanson dans le jukebox. Comme en 2019, dans le bon. Ce que moi j'aime appeler avec une bonne bataille. Dans le bon ça temps. Fait une bonne bataille à l'entraînement. Parce que ça avait commencé avec... il y avait eu de la bataille à l'entraînement. À Saint-Louis? Ben oui. Ah oui? Ben écoute, t'as tellement de bonne mémoire. Là où je voulais aller, c'est l'année prochaine. Parce que je regardais, j'ai pas fait l'exercice pour les Panthers, mais cette équipe-là, ce qui n'était pas le cas de l'Avalanche, qui a perdu des gros morceaux après sa conquête. Je pense qu'il y a Ivan Berbachev qui est sans contrat pour l'année prochaine, mais sinon, tout le monde est là, tout le monde est de retour. Je pense que les 2 équipes ne perdent à peu près pas de joueurs. C'est ça, hein? Alors, j'imagine, dans le cas de Vegas, je pense que ça va de soi. C'est une équipe qui devrait être encore là, à ce niveau-là, l'année prochaine. De ce niveau-là, j'entends compétitionner pour la Coupe Stanley. Puis voyez-vous les Panthers faire la même chose ou c'est peut-être moins... on est peut-être plus dans le yo-yo, je sais pas. Ben, ils viennent de vivre une expérience collective importante. C'était pas une équipe qui avait un gros historique en série. Ça va peut-être être lent comme début de saison, la saison prochaine, parce que les joueurs clés ont été surtaxés et tout ça. Mais ils vont certainement à surveiller. Là. Puis il y a des joueurs qui ont manqué cette équipe-là durant une bonne partie de la saison. Tu sais, Anthony Duclair, par exemple. Oui, parce qu'il n'a pas joué. Alors, c'est une équipe qui va loin en série en ressort toujours, je pense, plus forte, plus menaçante collectivement. Mais sortir de l'Est, c'est jamais un pique-nique. Non, c'est ça. On s'entend. Alors, disons qu'ils sont bien placés pour participer aux séries éliminatoires encore une fois. Puis à partir de ce moment-là, bonne chance pour répéter le parcours, là, mais c'est toujours possible. Ouais. Très bien. Quelque chose à ajouter? Un point final sur cette finale? Content pour Marchessault, le premier Québécois depuis Jiggy. Oui. À l'emporter. C'était notre question du public. D'ailleurs, on va faire ça. Tiens, faisons ça.
Jingle, maestro! Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Ouais, parce que on demandait à nos suiveuses. Non, Nos auditeurs. Nos auditeurs, oui. Avec les Ben, non, mais c'est pas juste nos auditeurs. C'est aussi les gens qui suivent les réseaux sociaux du Radio-Canada Sport. J'entends par là le book et le Twitter. Alors, on leur demandait, c'était hier, on leur demandait qui mérite, selon vous, le Connie Smythe. Évidemment, il y a beaucoup de mentions de Jonathan Marchessault. C'est le cas de Jean-François, de Diane, et sur Facebook. René Blais aussi, qui dit Marchessault ou Hill. C'est vrai que la performance de... La semaine passée, je faisais encore ma boutade sur Montre-moi un gardien. Puis, qui est-ce qui disait... Je ne sais pas où j'ai lu ça, mais... Dans le fond, ça ne te prend pas le meilleur gardien sur papier. Ça te prend le meilleur gardien au mois de mai-juin. C'est vrai. C'est juste qu'il y a plus de chances que ce soit le meilleur gardien quand c'est un bon gardien sur papier. Mais Hill, c'est vrai que ça a probablement été lui. Je veux dire, sinon... Ça a peut-être changé le cours de l'histoire qui arrive que Laurent Brossoit se blesse contre les Oilers. Là. Lui arrive comme un cheveu sur la soupe et il se met à tout arrêter. 932, moyenne d'efficacité. Non, puis il était imposant aussi. Là. C'est sûr qu'il y a eu du succès, mais il était dominant. Vraiment. Absolument. Puis ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver pour la suite. Donc, du Marchessault, j'en ai en masse là, sur Facebook. Éric, Mario, Sylvain, Dominique. Sébastien, sur le book Ma Blonde. Hein, on pense pas souvent à nos partenaires qui n'aiment pas le hockey, mettons, puis qui doivent se coltiner tout ce printemps-là. Ça nous prendrait plus de détails, par exemple, pour savoir... Qu'est-ce que ça a fait pour mériter? C'est ça. Oui, c'est ça. C'était ringuissant! Non. Il n'y avait aucune erreur. Mais... Non, je parle pour moi. Okay. Jack secoue la tête. J'imagine qu'il veut nous dire qu'elle est exceptionnelle. Voilà, elle a élevé... C'est ça. Toujours sur le book normand, Mark Stone, probablement l'autre... c'est certainement un bon candidat. Jean-François Doyon, le gars du lift de Radio-Canada. Daniel Harvey. Est revenu. Et même Pierre. D'ailleurs, vous vous étiez trompé de nom parce que je vous ai écouté, pendant que je n'étais pas là. Mais quand tu n'es pas là. Référence, puis c'était pas Daniel Harvey. Vous aviez sorti un autre nom. Je pense que c'est un surnuméraire, l'autre qu'on a nommé. Okay, le régulier. Il est en vacances. L'employé permanent du Mont-Charles. Daniel tu profitais d'une de ses 8 semaines de vacances. Ou 12, je ne sais plus. Daniel Harvey. J'avais l'impression qu'il travaillait juste pendant notre balade. C'est là qu'il travaille le plus fort. Pierre Malenfant sur Twitter, qui, lui, s'en souvient du nom, il dit il était silencieux, mais c'est le chauffeur du livre, Daniel Harvey, qui mérite le Connie Smythe. Ouais. Merci, Pierre. Bon, alors là, je voulais Martin, point final sur la finale. Autre chose à ajouter? Non, j'ai rien à ajouter. Non, c'est assez. Voilà. C'est correct. Puis Jonathan Marchessault, bravo. Meilleur... C'est le fun. Tu disais... Premier depuis Giguère pour les Québécois. Il faut le faire, pareil. Le temps aurait dû le gagner il y a quelques années, à mon humble avis. Ouais. Et premier joueur non repêché depuis... Wayne Gretzky. Oui, mais ça... Mais Wayne Gretzky, ça compte pas. Là. Non. Quelle belle histoire de... Autrement dit, c'est lui. Là. C'est ça. Quelle belle histoire de résilience. Wayne Gretzky, pas repêché. Et meilleur... Personne n'aurait jamais cru. Le chemin était ardu pour Wayne Gretzky. Jamais repêché. Mais c'est vrai pour Jonathan Marchessault, qui, depuis sa saison en Floride, qu'il avait un peu... Ses 30 buts, là, sa saison d'éclosion, et dans le top 5, en tout cas, j'ai fait une petite recherche là-dessus. Déjà, je l'ai oublié. Mais les meilleurs marqueurs chez les Québécois en série et en saison régulière, puis parmi les meilleurs marqueurs chez les ailiers droits aussi, toutes nationalités confondues dans le monde. Je trouve que ça scelle bien aussi la saison de hockey. Tu sais, on a beaucoup parlé des Remparts de Québec qui ont remporté la Coupe Memorial. Il y a le départ de Patrick Roy, de Jacques Tanguay et tout ça. M. Tanguay était très éloquent dans sa conférence de presse pour dire, je suis fier des jeunes hommes qu'on a contribué à former. Et c'est un ancien rempart qui soulève le trophée Conn Smythe. Alors, c'est quand même... je trouve que c'est un beau point d'exclamation. Voilà. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense, comme tu viens de dire, ça fait longtemps que c'est une nouvelle que la Ville d'Ottawa, puis l'organisation, puis tout le monde autour attendait. Puis mais non, je pense que ça a été un long processus, un processus qui en espérant, va aider énormément l'organisation, la Ville d'Ottawa, toutes les fans, à continuer de monter l'organisation pour faire d'Ottawa la place qu'elle était vraiment. On adore être là, on adore jouer là.
vivre là. Puis maintenant, avec ces nouvelles-là, je pense que c'est très positif pour tout le monde. J'avais oublié qu'on me voit. Je faisais des faces un peu quand Thomas Chabot, qu'on vient d'entendre, disait « On adore ça être là, on aime ça être là. » Non, mais sûrement. Pour la qualité de vie, c'est exceptionnel. Tu as raison, c'est vrai. Puis ça risque d'aller... Enfin, je sais pas. Bon, Martin, je t'aborde avec ça. Comment ça que ça a été long comme ça? Sais-tu? Est-ce qu'on le sait? Parce que c'était pas supposé d'être aussi long. C'était pas censé être aussi long, mais je pense que la banque d'affaires qui était responsable de la transaction... Jaro Pollo. Galaciotto a tenté, je pense, de continuer de faire monter les enchères. Okay. D'ailleurs, le président de cette banque d'investissement-là disait... Une fois que les offres sont déposées, mon travail, c'est de presser le citron au maximum pour que les vendeurs obtiennent le plus haut montant possible. Et ça fait en sorte que M. Apostolopoulos, le milliardaire torontois, là, qui avait... Rastapopoulos? Ça, c'est dans Tintin. Ah, OK, c'est ça. Il avait tenté d'acheter les Commanders de Washington au cours des derniers mois, là, donc il y a quand même des moyens. Il avait offert 6 milliards pour acheter une équipe de la NFL et il s'est retiré du processus. Trop long. Et je pense... l'histoire qui est sortie, c'est qu'il disait que c'était trop long, mais je pense qu'il était tanné de voir... la surenchère, qu'on tentait de faire de la surenchère. Je t'ai offert un prix, j'ai évalué l'entreprise, j'ai fait la plus grosse offre. Lâchez-moi. Complétons la transaction. Ouais. Alors, elles ont peut-être perdu de l'argent, les filles Melnick, parce que le montant qui circule, c'est quoi, 950 millions pour la transaction? Alors, s'il y avait à faire plus qu'1 milliard, il y a de l'argent qui manque dans le tiroir. Là. Alors, c'est pour ça, je pense que ça a été plus long que prévu. Il y avait des groupes, je pense, très valables qui étaient en lice, mais Michael Andlauer, au tout début du processus, était présenté comme un favori parce que depuis longtemps... Le profil. Exactement. Ouais. Il est connu des gens de la Ligue nationale. Il est discret. Exactement. On a vu la couverture médiatique que ce processus de vente-là a suscité, puis il était toujours question des autres groupes. Mm-hmm. Il y en a qui alimentaient la presse. Mm-hmm. M. Andlauer a été discret dans son coin. Et donc, gouverneur auxiliaire ou substitut du Canadien, connaît les membres du bureau du gouverneur, connaît Gary Bettman, quelqu'un qui est dans le milieu du hockey depuis longtemps, qui était propriétaire d'une équipe de la Ligue américaine, qui est encore propriétaire d'une équipe junior. Quelqu'un qui a un parcours en affaires assez extraordinaire, merci. C'est un Montréalais, c'est un gars qui a grandi à Montréal, qui est venu au monde en France, qui a grandi dans NDG, Notre-Dame-de-Grâce, semble-t-il, avec une mère monoparentale. Oh oui, c'était un self-made man. C'est ça. C'est vraiment... Et comment dire, pas juste ouvert un restaurant, là. Non. Non, mais je veux dire, c'est toute une entreprise. Il a commencé... Compagnie de transport d'équipement médical. Ouvrir un restaurant qui a du succès, c'est tout à fait... C'est remarquable, c'est remarquable. Mais c'est ça, pendant ses études, quand il étudiait à l'Université de New York... pendant l'été, il travaillait chez McCain, les produits alimentaires McCain, au service des transports. Et il était tellement bon dans ce département-là, semble-t-il, qu'on lui a confié le département des transports chez McCain. Il a quitté ses études pour s'occuper de ça. Et en 91, il a lancé sa propre compagnie de transport, qui a évolué, qui est devenue une compagnie de transport spécialisée dans la logistique de la santé. Donc, ça peut être, par exemple, le transport de médicaments qui doivent être conservés à une certaine température et tout ça. Donc, ou le foie qu'on va me transplanter dans 10 ans. C'est ça. Donc, un service de transport très spécialisé. Et j'ai regardé... Les bilans financiers de son entreprise au cours des dernières années. Là, la pandémie a été très bonne pour M. Andlauer, on s'entend, vous vous souvenez? Tous les vaccins. Oui. Les à vaccins. moins 70 degrés Celsius, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Le chiffre d'affaires a bondi de 50 ça a été très bon. Et il a fait des acquisitions. Par exemple, il a acquis une entreprise québécoise qui fournit tout le service de santé québécois en produits désinfectants. Alors, il y a des gros
Il y a des gars- En purelle. Là ouais. aussi, à chaque fois que vous vous lavez les mains en arrivant dans un hôpital, dites-vous que vous contribuez à l'achat des sénateurs. Au salaire de Thomas Chabot. C'est ça. Et il y a Aki aussi, une entreprise américaine qui fait le même genre d'affaires Ouais. aux États-Unis. Donc, ça va très bien. Il semble-t-il qu'il y a en tout 35 compagnies, M. Andlauer. Donc, valeur, sa fortune serait évaluée autour de 1,2 milliard de dollars. Et donc, les sénateurs, les partisans des sénateurs vont maintenant avoir un propriétaire, qui a beaucoup de moyens financiers. Je pense que M. Mernick en avait aussi, mais c'est aussi un connaisseur de hockey. Là. C'est quelqu'un qui a des équipes de hockey depuis longtemps. Alors, ça va être intéressant de voir quand la transaction va être avalisée par le bureau des gouverneurs. Qu'est-ce qui va se passer à Ottawa? Parce que je pense qu'il y a assez de contacts dans le milieu. Il doit déjà avoir un petit papier dans sa poche arrière avec un organigramme. Je suis certain qu'il est prêt à passer à l'action. C'est clair. Parce que, bon, tu parlais de ce printemps où est-ce que Marchessault gagne le Conn Smythe alors qu'il y a 12 ans, il jouait pour Patrick Roy à Québec. Moi, j'ai pas vu le point de presse de Roy en direct, mais en lisant un peu les résumés, je me disais... Parce que le nom d'Andlauer a été évoqué pendant la conférence de presse, puis je me disais, c'est un peu, enfin, tout ça. Mais de ce que je comprends, c'est qu'on a posé la question à Roy, puis c'est ça, tu parles d'organigramme, il y a pas Darren Dreger qui avait écrit il y a longtemps qu'il y avait un des groupes de propriétaires potentiels, on ne sait pas si c'est Andlauer, qui avait un peu Patrick Roy dans sa mire. La question a été évoquée pendant le point de presse de Roy. Moi, je commence à trouver ça gênant. Là. Ben, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'était mon premier réflexe, mais en même temps, est-ce qu'il y a peut-être pas de fumée sans feu? Non. Aucune idée, Ouais. honnêtement, mais comme Martin dit, il faudrait arrêter avec des associations potentielles et fictives de Patrick Roy à n'importe quel groupe de propriétaires ou d'équipe de la Ligue nationale, parce que, visiblement, il n'y a personne qui l'a contacté. Puis, de tout le temps où on a entendu le nom de Patrick Roy circuler, c'était de l'autopromotion. Ou c'était lui qui avait engagé un agent pour que son nom circule. Ou, ça venait pas vraiment des cercles. Le Nash, À sa défense, ça vient des médias un peu aussi. Là. Et des médias. Donc, c'est de ma faute. Je nous inclus, parce que en ce moment, là, c'est de ma faute. Je nous inclus là-dedans, mais ça n'a jamais vraiment semblé venir de l'interne. Alors, et comme de fait, il n'a pas été engagé nulle part. Alors, si ça lui arrive, tant mieux. Lui disait que sa façon d'avoir fait les choses au Colorado lui avait peut-être nui. Penses-tu? Avait voulu... Non, je parle pas juste de quitter avec fracas, mais pourtant, alors qu'il était associé avec son ami à l'époque, mais aussi d'avoir voulu, c'est lui qui disait ça, d'avoir voulu avoir les mains sur le volant autant dans le processus décisionnel, donc dans les opérations hockey, que comme entraîneur. On le voit, là, la tendance n'est pas à un homme orchestre, là, au contraire, c'est même plus, on spécialise de plus en plus. On ajoute des sections. On ajoute des secteurs et on embauche plus de gens. Et puis lui était à un confin peut-être de cette époque-là. Il était VP hockey aussi, puis il participait aux décisions avec Joe Sakic alors qu'il était entraîneur. C'est fini cette époque-là. Il a dit lui-même, peut-être que d'avoir voulu un peu tout contrôler, entre guillemets, ça me nuit aujourd'hui. Peut-être, j'en ai aucune idée, mais... Si Andlauer a un intérêt, regarde, on verra, puis ça se passera peut-être derrière les portes closes, c'est ça qu'il faut, mais c'est ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup de flafla et de flonflon public là, depuis... Plus de flafla ou de flonflon? Un peu des deux, du flaflon. Les deux. Ouais. De toute façon, ça resterait... Enfin, là, on pense... D'abord, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. On imagine qu'Andlauer n'est pas seul dans le groupe de propriétaires. C'est très rare. Il ne sera pas seul. C'est déjà acquis qu'il y a un groupe d'investisseurs locaux avec lui. Et c'est très intelligent de faire ça. Là. On s'entend. Premièrement, c'est une transaction absolument ça coûte cher. Immense. Là. Puis, tu sais, M. Andlauer n'est pas assis sur une fortune familiale qui date de plusieurs siècles. Là. On s'entend. Si ta fortune, c'est 1,2 milliard et que tu achètes une équipe à 950 millions... Il n'en reste pas beaucoup. Et que tu as 35 entreprises, c'est ça. Il faut juste rappeler, en 2009, les frères Molson, quand ils avaient acheté le Canadien, il y avait
la compagnie Woodbridge qui était là. Il y avait Bell, il y avait le Fonds de solidarité, il y avait Luc Bertrand, il y avait la Banque nationale. Ils sont encore là, d'ailleurs, sauf erreur. Là. Et la Banque nationale avait comme supervisé un syndicat bancaire avec le Mouvement des Jardins, la Banque Scotia, puis il y avait Investissement Québec aussi. Et c'était une transaction de 500 millions, 540 millions à l'époque. Donc là, on parle de 950 millions et il y a un volet immobilier qui va s'ajouter à ça. Il va falloir construire un amphithéâtre. Donc, c'est pas fait, là. Il y a plusieurs centaines d'autres millions qui vont être nécessaires. Et bon, semble-t-il, ça va être un groupe d'investisseurs locaux. Et M. Andlauer est spécialisé dans le transport. On s'entend, ça va lui prendre des partenaires qui sont spécialistes de l'immobilier, là, des bâtisseurs. Ouais. Là, et c'est un méga projet immobilier qui s'en vient. Donc, je trouve ça très habile. Et le fait de s'associer à des gens du milieu, des gens d'Ottawa, des hommes d'affaires influents, là, ça va rendre la concession plus forte. Il faut que tu aies des liens corporatifs solides quand tu as une concession professionnelle. Alors, là aussi, il a travaillé discrètement pour tisser sa toile, mais il a travaillé intelligemment et ça va être très, très bon pour les sénateurs. Moi, ce qui me fait rire, c'est que, il y a eu tellement de tapage autour de la vente des sénateurs, autour du processus, beaucoup de battages médiatiques, puis Snoop Dogg, puis The Weeknd, puis Ryan Reynolds, puis comme si la Ligue passait dans, je sais pas, devenait cool, tu sais. Non, elle se c'était un coolisait. gars qui a fait fortune dans le transport de médicaments. Finalement, c'est exactement, on reste C'est tout à plate. fait on reste tout à fait dans la lignée de la Ligue nationale, tu sais. C'est le gars qui connaissait déjà tout le monde. Oui, c'est vrai, t'as raison. Qui est quand même un investisseur, discret, qui est un entrepreneur hors pair, là, mais comme Martin en a fait la démonstration, mais qui est discret, qui était déjà dans la gang, qui connaît tout le monde, qui a tissé sa toile dans l'ombre, puis qui sort de nulle part, mais alors qu'on n'entendait plus tant parler de son groupe, ben c'est lui qui part avec le deal en disant « Hop, là, il a bien travaillé, puis... C'est logique à quelque part aussi. Et c'est souvent une porte d'entrée. Les gens qui veulent éventuellement acheter une équipe de sport majeur, leur porte d'entrée, c'est de devenir actionnaire minoritaire dans une concession déjà existante pour se faire connaître, pour voir comment ça fonctionne, pour regarder aller les choses. Et M. Andlauer, c'est de longue haleine, là, on s'entend. Mais c'est vraiment un passionné. C'était même un gardien de ligue de garage au hockey, tout ça. Donc... Je pense que ça va être très, très bon pour Ottawa. Enfin, ça a été bon pour la famille. Pour les filles. Ça reste... moi, je reste... Vont pouvoir aller s'acheter des loups-boutins. Il y avait quoi, 400 millions de dettes, 420 millions de dettes? C'est mieux que moi, là. C'est ça, il y a 400 millions à payer aux créanciers. De dettes accumulées, donc... Il va en rester un peu. Mais elles sortent avec mettons, quelques centaines de millions chacune, en plus de garder 10%. la mise de fonds initiale ça, que leur père avait acheté l'équipe pour 93 millions, et elles ont encore 95 millions dans l'équipe. Et si l'équipe est vendue dans 10 ans, où elles vont et qu'on suit, probablement faire un rendement intéressant. Si la courbe continue de suivre son cours, ils vont bien vendre ça 10 milliards. Début vingtaine, ça part bien une vie. Oui, exactement. Tu as raison. On commence à préparer le terrain. Il nous reste le repêchage. Ça fait longtemps qu'on C'est tout. parle, hein? Ça fait longtemps qu'on... Non, ça fait pas si longtemps. Ça fait combien de temps qu'on Regarde, parle? on parle. On parle. C'est ça qu'on fait. On parlera aussi longtemps qu'on a envie de parler. Non, mais évidemment, la semaine prochaine, on va avoir c'est les pas yeux tournés sur... c'est pas un concours. Tu sais qu'ici, on est on se scruté fait à la ça, loupe. on se Moi, fait je suis chicaner. docile. On se fait chicaner quand on parle trop. Non, mais je veux qu'on commence à préparer le repêchage. D'ailleurs, tu seras là. Ah oui, d'ailleurs, j'y pense, on va être sur une plateforme, là, en direct, comme on avait fait le... On pourrait faire le balado. On pourrait faire le balado en direct. Es-tu allé à Nashville, Martin? Non. T'es jamais allé à Je Nashville? suis jamais allé à Nashville. Ben voyons donc. Apparemment. Voyons donc. Apparemment que Il y a moyen d'avoir du fun. c'est possible de s'amuser. C'est possible de s'amuser. Si tu cherches fort. Bon, maintenant que tu en parles, écoute, je vais dire au patron, je m'en vais à Nashville. Ben oui, puis toi, amène tes micros, là. Amène les micros. Alex, mets des micros dans... Non, moi, je peux pas parce que Jack et moi, on travaille un peu comme on avait fait lors du dernier repêchage. On fait un Tellement Hockey présente la soirée du repêchage en direct sur du web. Je préciserai les plateformes YouTube, comme on dit. Connaissez-vous ça, YouTube? Non, mais Alex, tu as fait quelques appels. Là, je veux qu'on exploite ça là, parce que... Oui. Ben, c'est parce que là, le Canadien... D'ailleurs, on va juste partir Martin là-dessus. Pas Martin. Pour une deuxième année de suite, le Canadien a un choix vraiment intéressant. Vraiment important. Et pour une deuxième année de suite, c'est pas simple. Tu sais, c'est comme...
l'année dernière, c'était pas simple. C'était le premier au total, c'était pas simple. Ben, c'est simple. C'est la même chose pour toutes les équipes. Là. Non, mais pour les Blackhawks, là, c'est simple cette année. Je veux dire, le Canadien il y avait un débat l'année dernière. Oui, c'est ça. Puis là, il y a encore un débat au 5e rang. Moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais on n'a aucune idée de la teneur du débat, par exemple. Non. On ne sait pas quel est le classement chez le Canadien, mais je pense que le 5e choix du Canadien cette année a de fortes chances d'être supérieur au premier choix au total l'année dernière. C'est quelque chose qui de 6 à 8 est répandu. Joueurs choisi premier. Et moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est de voir ce que le Canadien va faire comme transaction. Ils vont sélectionner le joueur qui pense être le meilleur, dont on pense qu'il va avoir le meilleur avenir, qui va être le plus productif pour l'équipe. Ça reste très imprécis, mais j'ai hâte de voir sur le plancher. As-tu quelque chose en tête, un nom en tête? Non, Puis, la semaine passée, on a enregistré avant que la nouvelle sorte. Fait que j'étais content que mon cabotinage... on appelle ça un cabotinage prophétique. Fait que c'est peut-être ça que je suis encore en train de faire. Ouais, mais Kent Hughes s'était montré très ouvert à ça, à transiger. Et je pense que les Canadiens ont une direction qui est combative. Là. Ils veulent améliorer l'équipe. Ils ne veulent pas avoir une reconstruction qui va s'étirer sur 8 ans. Là. C'est tant mieux. Et ils ont beaucoup de bons jeunes défenseurs. Ils ont des trous à combler. Ils ont de la marge de manœuvre financière. Ils sont équipés. Là. Donc, la phase repêchage puis autonomie, peut-être pas pour aller chercher des joueurs de premier plan tout de suite, mais pour placer des billes, des pions qui vont être importants en cours de route. Alors, j'ai très, très hâte de voir l'identité du gars qu'ils vont prendre. Ça t'intéresse moins, ça? Ben, ça m'intéresse moins. On verra. Parce que c'est de la spéculation. Là, quand je vois les gens dire... Non, mais c'est ça qui est le fun. Ouais. Hein? C'est ça qui est le fun. On jase avant que ça arrive. Mais j'aime pas parler de moi, j'ai peur, si je peux dire. Là, moi, j'ai peur, parce que, bon, il y a beaucoup de questions de Matvei-Michkov. Matvei. Ou de Matvei. On va l'appeler Matvei, entre nous. Moi, j'ai peur que ce gars-là, dans 4 ans, ce soit le meilleur joueur de la Ligue. Et que le Canadien ne l'ait pas repêché. C'est sûr que ce gars-là... Moi, ça m'empêche de... Je me réveille la nuit. Ce gars-là pourrait bien faire perdre son boulot à quelqu'un, là, éventuellement. Là. C'est très possible, tu sais. Mais d'un autre côté, je pense qu'il va y avoir des circonstances tellement atténuantes à sa non-sélection, là, disons, cette année. Il y a plusieurs personnes qui vont le exact, que ce ne sera pas une erreur d'évaluation nécessairement. Le dépisteur-chef pourrait dire, écoutez, là, si tout était beau ou s'il était suisse, Matvei-Michkov, on le choisirait là. Si tout était beau ou s'il était suisse. S'il était suisse, c'est un ou l'autre. Un ou l'autre. On le prendrait. Alors là, c'est pas une erreur d'évaluation. Là, tout n'est pas beau. Et il n'est pas suisse. Il n'est même pas suisse. Il n'est même pas suisse. Mais c'est ça qui va être intéressant. Moi, je me suis fait dire, c'est ça, tu parles à des dépisteurs, tu vas te faire une tête un peu, tu entends toutes sortes de choses. Kent Hughes parle publiquement, mais peut être en train de bluffer à chaque fois qu'il ouvre la bouche aussi pour essayer d'induire certains de ses congénères en erreur. Ou, alors, c'est vrai que c'est de la spéculation, puis c'est ça qui rend ça un peu... qui amène un peu de fébrilité, puis qui rend ça un peu tout ça intéressant aussi. Je me suis fait dire, puis je la comprends pas trop, par quelqu'un de très bien placé, que le Canadien est très agressif en ce moment pour monter au 4e rang, pour faire un échange de choix avec les Sharks de San Jose. Pour pas avoir à être la première équipe avec le dilemme Michkov. Mettons. Mais à quel point on peut être sûr qu'aucune autre équipe va sélectionner Michkov? À quel point on est sûr que les Sharks, par exemple, ou que Kent Hughes peut être sûr que les Sharks ne choisiront pas Michkov? Inverser ton choix comme ça, des choix dans le top 10, on n'en voit plus des échanges. Là, Toi, tu penses que le Canadien va prendre Michkov? Non. Okay. Personne ne pense ça. Je suis sûr que non. Mais disons qu'ils veulent Will Smith. Pour toutes sortes de raisons. Là, puis on le sait qu'il... Parce que les parents, ils ont le chalet aussi. C'est ça. Ils sont sur le même domaine. Ouais, ça va mieux pour faire du sidou. Puis écoute, le domaine jusqu'à maintenant, là, c'est une bonne, quand c'est une bonne stratégie. Prêter ton sidou l'été, c'est plus agréable. C'est plus simple. Alors, mettons qu'ils veulent Will Smith, par exemple, puis qu'ils se disent les Sharks vont prendre Will Smith. Puis là, ils le veulent absolument parce que l'esprit commun en ce moment, c'est qu'il y a une cassure. Il y a 2 cassures. Il y a Bédard, il y a une cassure. Mais mettons que
si on prend le groupe des 4, là, Bédard, Fantilli, Carlson et Will Smith, il y a un sentiment général en ce moment qu'il y a aussi une cassure après le 4e rang, même s'il y a d'autres bons joueurs à sélectionner. Alors, est-ce que eux sont certains que les Sharks vont prendre Will Smith, par exemple, puis ils le veulent absolument parce que ça compléterait leur ligne de centre, je ne sais trop, et qu'ils se disent, regardez, on va être agressif, on va tenter de faire un échange de choix avec les Sharks, ça va coûter des actifs au passage. Je me suis fait dire qu'actuellement, le Canadien était très agressif pour monter 4e. Ça m'a surpris. Ouais, ben moi, ça me surprend. Ça me surprend beaucoup parce que, et c'est ça, il y a des recruteurs qui m'ont dit « Ah, ça a de l'allure, c'est cohérent avec ce qu'on entend sur l'amour. L'amour et de cette relation qui se profile entre Smith et oui, à ce point-là. C'est vraiment ça. D'autres m'ont dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Parce que tu vas avoir un autre bon joueur disponible au 5e rang. Tu peux jamais être sûr que les Sharks, tu sais, les Sharks peuvent te bluffer, là, et puis laisser croire, donner des indices, laisser traîner des indices comme quoi, oui, on veut vraiment ce gars-là, puis on le sait que vous le voulez, le Canadien, mais finalement, eux autres, ils avaient l'intention de repêcher Michkov, par exemple, les Sharks. Donc là, oups, ils font un échange, ramassent de quoi au passage, le Canadien prend Will Smith, bang. Puis eux, ils ont Michkov pareil, bing, bang, pouf, fling, fling, flang, flang, Flin, flon. Et ils ont tout ce qu'ils veulent, puis ils ont un peu eu le Canadien au passage. Alors, moi, ça m'étonne, ça. Ouais. Je le verrais quasiment plus à l'opposé, parce que le chaos, entre guillemets, a des chances de commencer avec le Canadien, exactement comme en 2018 au repêchage à Dallas. On savait que Dallin... Ça a bien tourné, ça. Ouais. On savait que Dallin partait premier, on savait que Svechnikov partait deuxième, on n'avait aucune idée pour le troisième. Et Kotkaniemi, son nom avait commencé à circuler dans les médias vers la fin, avait connu d'excellents mondiaux de moins de 18 ans. Sa valeur avait progressé en flèche dans les derniers mois, voire les dernières semaines avant le repêchage. Ils ont repêché en fonction de leurs besoins à l'époque. Ça a été une erreur, on le sait maintenant. Catastrophe. C'est catastrophique. Non, mais attendons. C'est vrai, il est encore plus jeune que Brady Tkachuk. Oui, peut-être que Dvorak va devenir un premier centre, puis que là, il va Attendons, là, il est un peu tôt, là. Il est jeune. Il va juste avoir 23 ans. Mais ça pour dire que ça a été une erreur, repêché en fonction de leurs besoins. Une catastrophe, que Martin dit. Et je ne sais pas pour Reinbacher, parce qu'on entend beaucoup parler aussi du défenseur droitier, quand même costaud et mobile, David Reinbacher. Qui est suisse. Autrichien, qui joue en Suisse. Mais lui, il est parfait. Non, c'est quoi, là? C'est beau. Lui, c'est beau. Oui, okay. C'est beau. Il joue en Suisse. C'est ça. Mais il est autrichien. D'accord. Alors, il faut se méfier aussi de ces gars-là dont la valeur monte en flèche à la toute fin. Ouais. Des fois, ça devient Moritz Seider, par exemple. Il y en a qui le placent comme 15-20e Reinbacher aussi. Là. Donc, ça, c'est un des noms qu'on entend pour le Canadien, mais ce serait difficile de supputer là, que ce sera la sélection. Alors, moi, j'aurais vu à l'inverse, peut-être le Canadien essayer d'échanger vers le bas, c'est-à-dire de reculer peut-être de 2 rangs. Et Reinbacher, c'est bon de souligner, je m'excuse de t'interrompre. Non, il n'y a pas de problème. Il travaille avec Paul Boutillier. Oui, son entraîneur personnel. L'as des défenseurs. L'un des hommes les plus intéressants dans le monde du hockey, qui a aidé à développer Thomas Chabot, qui travaille encore... L'homme qui murmurait à l'oreille des défenseurs. Exactement, avec David Savard. Il y a plusieurs... Il travaille avec beaucoup de défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Et, il m'a souligné que Reinbacher va être vraiment un espoir très intéressant. Bon. Puis tu vois, il y en a qui me disent, c'est pas une année pour repêcher dans le top 10 un défenseur, puis si tu le fais, il faut que tu prennes Axel Sandin-Pellikka. Oui, c'est ça. Donc, qui lui est c'est ça le repêchage. Fait qu'il peut arriver exactement ce que j'essaye d'exprimer depuis tantôt, ou complètement l'inverse. Puis c'est un peu ça. Mais faut pas que vous vous disiez « Ah, c'est l'amour avec Will Smith. » Ils vont essayer absolument de le repêcher. « Ah, c'est l'amour avec Ryan Leonard. » Parce que lui aussi... Chalet n'est pas sur la même rue, mais je pense qu'il n'est pas, pas si loin. Il fait des blagues avec ça, mais il le connaît très bien et tout. Mais Ryan Leonard, c'est assez clair que c'est pas le 5e meilleur joueur de ce repêchage-là. Pas loin, 7-8 peut-être, mais c'est pas le 5e meilleur joueur. Donc, si tu le prends lui, c'est parce que tu cibles quelque chose en particulier. Et que tu réduis ta marge d'erreur aussi, parce qu'il le connaît bien versus d'autres. Il sait exactement à quoi s'attendre. Mais là, ça va finir à un moment donné, cette talle de joueurs... Oui, qui ont joué avec ses fils ou qui a dit... À un moment donné, le chalet, c'est ça, le bord du lac est plein. Là. À un moment donné, les gars qui vont avoir coaché vont avoir comme 34 ans. Ils ne passeront plus par le repêchage. Exactement. Mais donc, c'est ça. Alors, il ne faut pas penser Leonard Reinbacher comme tout le monde l'entend présentement. Moi, je ne serais pas surpris du tout qu'il repêche, s'il reste 5e, Dalibor. Comme dans la fameuse expression expression d'RDI Matin.
Je vais prendre Dalibor, Dalibor. Je vais prendre Dvorsky, Dalibor. C'est ça, D'accord. Dalibor Dvorsky. OK, ben c'est ça. Apéro, petite mise en appétit Bouche. de ce qui nous attend au cours des 2 prochaines semaines. Mais c'est le fun, le repas. C'est toujours excitant. Non, mais comme Martin dit aussi, je pense qu'il y a une valeur ajoutée encore cette Ouais. année en termes de tractation, là. Même que Absolument. ça va peut-être même traquer avant. Tracté. Il faut, Tracté, merci. Si tu veux bâtir une équipe gagnante, il faut que tu sois combatif. Là. Et ils ont tous les outils. Ils ont la marge de manœuvre. L'année dernière, à la même date, ils nous disaient, notre priorité, c'est de développer, de se créer une marge de manœuvre financière, etc., pour pouvoir bouger. Là, ils peuvent transiger en toute liberté. Ils ont de la marge ils ont des choix de repêchage, ils ont des jeunes espoirs, ils ont tout ce que tu veux pour magasiner. Là. Alors, ça va être un repêchage très intéressant. Ça dépend de ce que tu veux acheter et de combien ça coûte. Bon, je vous le demande là, avant de terminer parce que la situation a quand même un peu évolué depuis mercredi dernier. Je pense, Alex, tu disais, ah non, Pierre-Luc Dubois, 9 millions, ça marche pas. Est-ce que tu penses encore ça? Pour le Canadien. Oui, pour n'importe qui. Oui, pour le Canadien. Non, pas pour n'importe qui. Non, Si excuse-moi, pour le quelqu'un Canadien, lui t'as donnait 9 raison. millions, T'as raison. il donne- Ouais. Oui, je pense encore ça. Je pense, tu sais, j'avais dit 8.2. Ouais, là. ouais. J'ai l'impression que, tu sais, mettons 8,5, là, 8.5, Ouais, ça peut-être. me paraît Mais juste. je suis pas mal certain. Ben, je suis pas mal certain. Je sais pas, mais je serais très surpris que le Canadien ait dans les 9 millions pour Pierre-Luc Dubois. Parce que probablement qu'il juge de toute façon, au-delà de la fameuse hiérarchie là, salariale puis du plafond de Ouais. Nick Suzuki. Mais Pas sûr qu'il ça- juge que ce gars-là vaut 9,5, là, tu sais. Ouais, 9,5, c'est peut-être beaucoup, mais il faut expliquer là, la fameuse hiérarchie salariale chez le Canadien. Là, c'est pas... Ce sont des gars, Suzuki et Caulfield, qui ont signé des contrats au début de la vingtaine alors qu'ils avaient plusieurs On est années. d'accord. Alors, Ouais, cette c'est ce qu'on valeur-là, disait. c'est pas une valeur qui dit ce sont nos meilleurs joueurs et on ira jamais au-dessus de Non, ça. c'est pas absolu, ça. Là. C'est ça. Tu sais, Pierre-Luc Dubois, lui, arrive à près de l'autonomie Oui. et il y a une marge de... Il y a un rapport de force différent pour négocier un salaire. Alors, on verra si le Canadien évalue qu'il vaut la peine ou pas, mais ça va être certainement 8,5 et plus. Mais ça serait difficile de dire. Rupéen, c'est à 8.4. Je veux dire, t'établis, il vient de signer, ça fait pas longtemps. T'établis des comparatifs. Regarde, Pierre-Luc, pas vraiment. On peut pas te donner 9. C'est 9, moi, à mon sens, ça n'a pas de bon sens. C'est pas, c'est pas la valeur du marché. C'est bien. Je trouve que c'est raisonnable. Je le trouve raisonnable. C'est bien. N'importe ce quoi qui entre est 8 et 8,5, ça serait très, très bien payé. Martin, il est frivole. Mais Martin, il le Canadien dépense. pourrait se le permettre. Ça. Sans Sans compter. compter. Ah, Parce que compter. Martin, il y a Un de peu. l'argent, c'est ça l'affaire. Ouais. C'est ça. Quand tu as de l'argent, tu peux dépenser. Et en parlant du Canadien, les gars, on n'a pas parlé T'as raison! des congédiements. On a parlé de ça Ouais, toute ouais, la, ouais. toute la C'est saison. Ben oui, c'est vrai. Mais juste avant, là, Ouais. c'est ce qui a changé avec Dubois. Je pense que c'est le rapport de force que les Jets obtiennent là, dans la façon dont le scénario se Puis profile. honnêtement, c'est la meilleure affaire que Dubois pouvait Pouvait leur faire. leur faire. Fait que les gens à Winnipeg, là, vous direz merci. Non, mais c'est un peu ça. Parce que là, il informe tout le monde puis il les place dans une position où ils vont pouvoir aller chercher quelque peut-être chose. pas la meilleure contrepartie possible, Mais mais certainement mieux que. une contrepartie Ouais. intéressante. S'il avait dit, regardez, moi, je veux tâter. Je veux tâter le marché des joueurs autonomes. Je veux le tester. Je me rends là. Donc, on ira en arbitrage si vous voulez, mais je signe un contrat d'un an. Je me changerai à date limite si ça fait pas votre... Mais à ce moment-là, puis en plus, probablement que les autres propriétaires et ou les directeurs généraux auront encore en tête le fait que, bon, il veut tester le marché des joueurs autonomes, il n'arrête pas de dire qu'il veut jouer à Montréal. Pas sûr qu'on va offrir la lune pour aller le chercher à la date limite des transactions ou pour aller chercher ses droits. Donc, Winnipeg aurait été pas mal plus dans le trouble dans ces circonstances-là. Là, il leur offre, entre guillemets, une porte de sortie pour tout le monde. Parce que si tu réussis à mettre quelques équipes en compétition, les unes contre les autres, mais il peut avoir enchère, peut-être surenchère même, Ouais. et puis ils vont pouvoir s'en sortir avec quelque chose d'intéressant. Mais iriez-vous jusqu'à Kirby Dak ou. C'est certains ont évoqué Ça, c'est une bonne- le 5e choix au total. Non, je pense que ça, c'est hors de Ça, c'est question. farfelu. Puis je pense pas que le Canadien veut toucher à Kirby Duck non plus. Je serais bien surpris. D'accord. Martin, veux-tu. Ça pourrait être un pari intéressant. Kirby Duck, ça dépend où eux fixent Ah, le... j'aime ça, on n'est pas d'accord. Martin, non, mais Martin, il est all-in. Kirby Dak, Le 9 5e millions. choix. 9 millions. que tu vas aller chercher, tu veux faire une transaction pour un je suis gars d'accord. qui a un joueur de premier plan. Là, il va falloir que tu donnes, dans ma chronique, je disais pas un bras ou une jambe, ça va peut-être être un rein. Un foie. Puis Kirby Duck, c'est exceptionnel ce que le Canadien a fait avec lui cette Ouais. année. Là. On a vu des flashs incroyables, puis on se dit, wow, ce gars-là va être bon.
Mais il faut que tu regardes son profil aussi. Là. Il a marqué 25 buts dans sa vie il y a 5 ans dans les rangs juniors. Là. Est-ce qu'il va être capable de faire ça dans la Ligue nationale? Est-ce qu'il va être productif comme ça offensivement? Puis Dubois, c'est un marqueur. Il a marqué 3 fois 27-28 buts dans la Ligue nationale. C'est pas la même affaire. C'est bien. Oui, c'est ça. C'est un dilemme. Ils ont 2 ans et demi de différence. C'est pas comme s'il y avait 7 ans de différence non plus. Il n'est pas beaucoup plus vieux, là, Pierre-Luc. Non, puis le Kirby Ducks, c'est pas le 5e choix au total non plus. Tu sais, je veux dire, en termes de conception des choses, de la vie. OK, là, finalement, on a beaucoup parlé. Vite, parce que tu as raison, Martin, ça a été notre sujet presque toute l'année. Moi, je pensais que finalement, c'était de la faute à Brendan Gallagher s'il y avait eu autant de blessures chez le Canadien. Là, semble-t-il qu'on a peut-être... Ben, je sais pas. J'imagine que c'est l'annonce du congédiement de Graham Reinband. Oui. Graham Reinband. Merci. Et de l'autre monsieur. Donald. J'ai pas pris son nom. Bamford. J'imagine que c'est en lien avec ce sujet-là qui nous a occupés, soit le nombre ahurissant de matchs manqués en raison des blessures. C'est perspicace quand même de faire le lien. Merci. Ben écoute, j'ai une ou deux. Et là, est-ce qu'ils vont toucher à l'équipe médicale? Parce que là, on est plus dans la physiothérapie et la thérapie du sport. Là. Graham Reinband, c'est le thérapeute en chef. Qui était là depuis toujours. À la fin des années 90, évidemment dans un autre rôle, là, mais tranquillement, a pris du galon au sein de l'organisation. Bamford était là plus récemment. Il était physiothérapeute en chef depuis juste 2 ou 3 ans, il me semble. Et puis, bon, pour l'instant, on a commencé. Est-ce qu'on a fait que commencer avec ça? On verra. Mais oui, c'est sûr que ça a un lien. Bien hâte de voir qui le Canadien va embaucher pour nous mentir sur les blessures. Mais écoute, les gens peuvent le faire. Je trouve ça... Tu sais, Graham Reinband est avec le Canadien, ça fait longtemps, là, depuis 97. Et ce gars-là a fait des interventions chez les Canadiens qui ont changé la vie de certains joueurs. Là. En 2000... Trent McClary? C'est Mulder, ça. Trent McClary, je pense que Graham était là quand on l'a sorti rapidement de la patinoire. Là. Bon, pour les jeunes, McClary avait reçu une rondelle... un slap shot de Chris Terry. Sa gorge. Puis je pense qu'il ne peut plus respirer. Je pense qu'il y avait eu le larynx perforé. Ils ont fait une trachéotomie d'urgence. Exactement. Ils lui ont sauvé la vie. Et donc, c'est ça. Mais je me souviens, Graham... En novembre 99, le Canadien joue à Los Angeles et Brian Savage se fait frapper solidement au milieu de la patinoire, tombe sur la patinoire. Et là, écoute, la situation est suffisamment grave pour que le médecin des Kings vienne sur la patinoire avec Graham Reinband, qui est en début de carrière. Là. C'est un thérapeute athlétique et il y a un médecin à côté de lui qui dit... Le médecin des Kings dit « Non, relevez-le, il est correct, il n'y a pas de problème. » Puis Graham est intervenu, puis il a dit on l'immobilise. C'est mon joueur, vous ne touchez pas à mon joueur. Je ne suis pas d'accord avec ça. Puis là, le médecin des Kings a dit « OK, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » Il a dit « Je veux qu'on l'immobilise et qu'on le sorte. » Et Brian Savage, finalement, avait une vertèbre fracturée. Et il aurait pu rester handicapé. Si il n'avait pas été immobilisé. Si on l'avait bougé. Ouais. Alors, tu sais, donc, c'est un gars qui a travaillé... il devait être là pour Donald Odette aussi. Tu sais, il a vu des moments... C'est ça, il a vu des moments épouvantables. Il était là. Et, tu sais, il était bon quand le Canadien n'avait pas beaucoup de blessés. Il a été bon pendant une très, très longue période, 25 ans et plus. Et puis là, il paye pour cette situation-là. Et je trouve que ça rejoint un peu le propos qu'on avait... Durant la saison, on disait il y a tellement eu de blessures au cours des dernières saisons que ça va être difficile pour la direction du Canadien d'identifier pourquoi on a eu autant de blessures que ça. Mais ils vont prendre une décision. Il y a des gens qui vont payer pour ça parce que tu peux pas... Le statu quo n'est pas vraiment... J'espère qu'ils ont regardé ça comme du monde puis qu'ils n'ont pas juste donné un coup de balai pour le principe de la chose. Oui, mais tu sais, quand moi j'étais resté avec un goût amer ou d'étonnement à la fin de la saison quand les joueurs disaient « Non, j'étais blessé puis je le disais pas. » ou « J'étais blessé, mais je voulais absolument jouer contre les Flames parce que c'était mon ancienne équipe. » Et on a gagné. Puis on a gagné ce match-là, mais j'ai plus jamais rejoué de la saison. J'ai peut-être perdu 50 millions de dollars en salaire. Non. Fait que ça, c'est carrément inacceptable de la part des joueurs. Mais de voir, tu sais, Reinband ça a été un gars important chez le Canadien. Là. Enfin, on verra ça aussi, comment, si c'est seulement ça ou s'il y aura d'autres ajustements.
Bon, c'est assez. Allez vous coucher. On s'est couché tard hier. Ils ont sorti le gros trophée. Puis, semaine prochaine, on est en mode entre-saison. Ça risque d'être pas ennuyant. Ben, il y a beaucoup d'actions. On n'a même pas. Il y a des nouveaux entraîneurs qui sont embauchés, tout ça. On n'a même pas le temps. On n'a pas eu le temps de parler de ça, mais là, on va avoir le temps de parler de ce genre de choses. Ça, c'est le fun. C'est parce qui qu'il y ça? a un Cranberry? Non, Cadbury. C'est qui ce nom-là? Ouska. Ryan Ouska. Hein? Ouska. Quoi? C'est Spencer qui ça? Carberry. Carberry, c'est ça. Mais non, ça va être intéressant. Je trouve ça le fun, moi, qui était toujours en train de chialer contre le carrousel des On des recycle ce que moi j'appelle le syndrome Wally-Buono. Oui. Ça répète le syndrome Pat Quinn. Non, mais c'est moins. Mais dans la Ligue canadienne moins de football, drôle. c'était. Ouais, d'abord, Wally Buono, il c'est n'a plus pas le passé fun. toute sa vie avec les Lions de la Colombie-Britannique. Non, il a entraîné toutes les équipes de la Ligue canadienne. Ah oui? Fait et refait. Ouais, mais c'est pas tellement football ici. Là. C'est tellement football canadien, c'est encore plus précis. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Tu as toute notre gratitude. Merci d'avoir été là. Votre gratitude. Et notre affection. Non, je préfère votre affection. À choisir, je prends votre affection. Et dans ton cas, tout est beau. Tu n'es pas suisse. Je suis pas suisse. Mais tout est beau. Jacques-Alexis est suisse. Il est mi-suisse. Il est mi-suisse. C'est comme un roulé suisse. Et tout est beau. Et tout est beau. Martin Leclerc, merci beaucoup. Parfait. Bienvenue. Merci, Martin. Merci, Jacques-Alexis. On se retrouve la semaine prochaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.